Eh bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend quand vous regarderez cette émission en direct ou en différé. Aujourd'hui, nous continuons dans le cadre du Polymédia nos émissions dédiées à la dicrimocratie. Donc, amis démocrates, amis dicrimocrates, bonsoir, et aussi, bien sûr, à toutes les autres citoyens, quels qu'ils soient, puisque la particularité du polymédia, c'est de s'adresser à tous et d'essayer d'être force de proposition sans jamais tomber dans le sensationnalisme ou dans l'émotion, mais plutôt essayer de construire ensemble dans une réflexion aboutie divers projets. Aujourd'hui, nous parlerons donc dans le cadre de la dicrimocratie, un mot inventé par notre ami Alexandre Boisson de SOS Mère, que nous avons repris à notre compte dans une association de faits, dont nous avons la joie et l'honneur d'avoir aussi, en tant que co-appelant historique, Martine Donnette et Claude Dio, de l'association En toute franchise, qui aujourd'hui nous vont nous parler de trois thématiques liées à la fois à la justice, à l'accaparement des terres et à la destruction de l'emploi en zone rurale ou urbaine, bref, au niveau du local de la commune, puisque nous nous instaurons dans une démarche politique dans le sens de la gestion de la cité, au niveau communal, bien évidemment, avec une forme de subsidiarité ascendante pour essayer de mailler le territoire à travers la dicrimocratie d'une résilience alimentaire locale, pérenne et démocratique qui sera emparée par tous les acteurs et à commencer par les citoyens que nous sommes tous, y compris bien évidemment l'ensemble de la paysannerie, qui est une source pour nous sans cesse renouvelée, à la fois de solutions, mais aussi d'un apport essentiel à tous les niveaux de notre société, y compris la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est la justice, l'accaparement des terres agricoles et aussi de l'ensemble des malversations qui ont fait que, au bout de presque maintenant 40 ans d'existence de la grande distribution, puisque ça fait partie aussi des éléments et des oligarchies qu'il faut pointer du doigt. Nous en sommes arrivés au résultat que malheureusement beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore forcément conscience. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous recevons, comme je l'ai déjà dit, Martine Donnette et Claude Dio. Bonjour Martine, comment vas-tu? Oui, bonjour. Ben, on commence à être fatigué de toutes ces histoires, mais il faut continuer. Voilà. Il n'y a Ben pas oui, de il faut solution, hein. continuer. Non, il n'y a pas de choix. Il faut continuer le combat. C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pour l'ensemble de nos concitoyens, bien évidemment. Et je te remercie d'ailleurs de ces 30 années de combat que vous continuez avec Claude et toi à mener et avec aussi. Vous êtes combien au sein de votre association en tant qu'adhérents? Je parle pas des sympathisants, hein, je parle des personnes avec lesquelles vous êtes en action depuis tant d'années. Alors, on est monté jusqu'à 1600 adhérents. Maintenant, on a plus de particuliers qui nous rejoignent. Hein. On a à peu près 400 particuliers qui rejoignent l'association. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver tous les commerçants qu'on aurait aimé sauver. Et par abandon, ils ont abandonné soit parce qu'ils sont partis en liquidation judiciaire, hein, et soit parce qu'ils ne veulent plus du tout entendre parler du commerce. Voilà, alors on essaye toujours de rechercher de nouveaux adhérents pour arriver à remonter le flambeau. Alors, non seulement vous êtes très actif au niveau du combat juridique, hein, ça tout le monde vous en saurait gré, mais en plus vous avez écrit dernièrement un livre avec Patrick Passin, d'ailleurs, qui est le responsable des éditions du studio Talma, l'excellente maison d'édition. Nous recevrons d'ailleurs Patrick
Passin dans un cadre d'une émission qui lui sera dédiée. Et à ce titre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, 2 minutes, hein, on est là aussi pour faire un peu de promo, il n'y a pas de raison, ce livre des 418 milliards? Alors déjà, on va remercier Patrick qui nous a soutenus dans cette démarche parce qu'il a tout épluché. Le livre est complètement sourcé de tous les dossiers que l'on a fait. Il y a toutes les preuves sur les faux en écriture publique, les décisions mensongères des tribunaux, des faux contrôles. Et donc, ce dossier retrace le manque de contrôle de l'État contre les prédateurs, justement les prédateurs du commerce de proximité. Alors, je reviens sur le nombre d'adhérents. Quand on parle d'adhérents, il faut savoir que c'est toute la famille qui adhère. Hein. Quand on a un adhérent, le mari, et puis ce sont des réunions qu'on fait, c'est toute la famille qui est à l'écoute de ce que l'on fait. Ce n'est pas un adhérent, c'est une famille entière hein, qui suit. Et maintenant, on a même les enfants qui s'intéressent à ce travail. Voilà, donc je reviens au livre. Donc le livre, il a pris la patience de tout analyser et il a bien ciblé les choses que nous, on a tellement été pris par les dossiers qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à faire à faire un rapport, parce que ce livre, c'est un rapport. Hein. On n'arrivait plus à définir dans quelle case on devait mettre les choses. Et grâce à sa lucidité, à son analyse, on a bien pu faire, bien différencier les thèmes et là où ça pêche. Alors, c'est pas le sujet de ce soir, mais j'ai vu quelques photos et quelques extraits à la sortie du livre où vous alliez à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe, hein, et peut-être au Sénat, tu me diras, distribuer ce livre pour essayer justement, non pas de faire du buzz, mais essayer de faire prendre conscience aux parlementaires de toute cette problématique rencontrée. Quel est l'écho que vous avez reçu ? Eh bien, malheureusement, les députés et les sénateurs sont dans le système mis en place depuis 50 ans. Donc, nous, on était encore novices à ce moment-là, hein, et encore 3 ans en arrière, on pensait que les députés et les sénateurs allaient commissionner, faire une enquête parlementaire au sujet de toutes les fraudes qui ne sont pas perçues. Et on s'aperçoit que de toute manière, ça les intéresse absolument pas. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir, ils ne pensent qu'à leur réélection. Et le désastre de l'économie, le désordre public, économique et social, c'est loin de leur pensée. Ils n'y pensent pas d'ailleurs. Ils n'y pensent même pas. Hein. Quand on dénonce que les députés, moins les sénateurs, mais quand on pense que les députés font leur campagne dans des magasins fermés, ils ont même pas de honte. Ils ont pas de honte. Ils choisissent les meilleurs emplacements pour mettre leur permanence parlementaire. Et ça les effleure pas, hein. Pas du tout. Hein. Ils rentrent dans des locaux qui sont complètement rénovés, mais ça fait rien. Ils donnent un coup de peinture et puis on voit bien que c'est pas ce qui s'est passé avant qu'ils prennent le local, ça ne les intéresse pas. Bon, donc comme d'habitude, des élus qui sont complètement déconnectés du terrain, mais ça n'a pas pris à un moment donné l'idée à quelconque de ces parlementaires à qui vous avez remis à tous le livre. On leur a tous. Ils ont tous eu le livre. Et les députés, les sénateurs, on les a envoyés au ministre. On a fait un travail d'enfer grâce à notre éditeur qui nous a permis d'avoir 1000 livres qu'on a distribués. Eh bien non, ça ne les intéresse pas. Les maires peuvent violer les PLU, mais ils sont avec je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais on va en parler après. On va en parler parce que ça fait partie pourquoi on n'y arrive pas et comment la justice elle est manipulée par leur système. Voilà. C'est partie du système d'ailleurs. Bien évidemment. Alors, quand on a préparé cette émission, que vous avez choisi les thématiques, on va donc le faire en 3 parties. La première partie où nous allons parler de justice. D'ailleurs, on a reçu Maître Roland Sanviti dans la première émission au nouveau format du Polymédia et de la décrimocratie.
puisque on est tous intimement persuadés que sans justice qui représente un vrai pouvoir, la démocratie directe ou participative, bref, une des formes de démocratie, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les modalités d'application. En tout cas, ce que l'on veut, c'est au minimum des mandats impératifs et au maximum peut-être la fin de leur représentativité, mais peu importe. Mais on le sait très bien qu'aujourd'hui, et tout le monde le constate, malheureusement avec la terrible actualité en ce moment, que la justice ne fait pas son métier pour diverses raisons, hein, et ne remplit pas son office. Peut-être d'abord en premier parce que c'est une autorité et non pas un pouvoir. Donc ça va être la première partie de l'émission. Et puis après, nous allons essayer de parler de l'accaparement des terres et expliquer pourquoi aujourd'hui on a des terres agricoles qui disparaissent sur les dernières 50 années et on a bien entendu les mètres carrés qui augmentent quasiment en proportion. Comparaison n'est pas raison, comme disent certains, bien évidemment, mais on va quand même en parler. Et puis, on va parler aussi de chantage à la destruction des emplois locaux et à la création ou à la destruction que la grande distribution, alors la grande distribution est à prendre dans son ensemble, hein, encore une fois, puisqu'on y inclut à la fois les enseignes alimentaires, mais il y a aussi les enseignes non alimentaires, il y a aussi toutes les infrastructures, etc. Quand on a préparé cette émission, tu m'as demandé, une fois n'est pas coutume, de passer une petite vidéo, un extrait qu'on peut retrouver sur ton site, sur un documentaire sur Arte, hein, qui s'appelle La France défigurée, parce que tu pensais que c'était une bonne entrée en matière et pour faire prendre conscience à l'ensemble des personnes ici présentes et qui regarderont cette émission, ce qu'est la France défigurée et le pourquoi du comment et comment entrer en matière, ça te semblait pertinent. Donc on va lancer cette émission qui dure juste. Je n'ai pas le son. Il passe. J'entends pas le son, moi. Si, il passe. Voilà. Ah non, c'est reparti. Tu peux mettre le son? Tu peux. Il y est le son. Hein. Non, on l'a plus. Mais moi, je ne l'entends pas. Bien, 16h30 demain. Faut préparer quand même. Voilà, alors tu pensais qu'on n'entendait pas le son, mais on l'entendait, hein, le son. Donc, hop, excuse-moi. Normalement, il aurait fallu que nous préparions un peu mieux cette intervention avec ce petit vidéo de 2 minutes. Il aurait fallu que je la télécharge, etc. Mais ça a été présenté au dernier moment. Donc, cette vidéo, hein, comme tu nous l'expliques,
est pour toi très importante parce qu'elle montre l'expansion et les raisons de l'expansion. Si tu veux bien la commenter. Oui, alors avec cette vidéo, c'est très clair, c'est qu'on voit bien que les promoteurs de la grande distribution, que ce soit les architectes ou autres, ils préfèrent des terrains déjà cultivés, déjà bien aplanis. Ils ne veulent pas s'embêter avec le débroussaillage, de reprendre où s'il y a des collines et tout ça. Donc là, les paysans ont travaillé des années pour avoir cette terre plane, pour avoir cette belle verdure. Et après, eux, ils arrivent, ils détruisent tout. Ils vont bétonner des milliers de mètres carrés. On le voit bien, c'est comme ça que ça dit comment que les terres agricoles ont disparu. Et alors, du coup, on va attaquer directement sur la première partie. Le résultat de tout ça, dans l'analyse que vous en faites, c'est un problème d'accès à la justice de façon égalitaire. C'est un problème entre les petits commerçants et la grande distribution. C'est un problème avec la pollution éventuellement des élus locaux, mais aussi à des niveaux un peu plus hauts. Est-ce que tu peux resituer, s'il te plaît, vos 30 ans de combat qui vous ont amené à mettre en avant justement ces problématiques de justice? Alors, nous, on travaille toujours parce qu'on essaye de comprendre. Nous, on a étudié les dossiers, donc on voit bien là où ça a triché, là où on n'a pas pu d'accéder à la justice. Donc, ces phénomènes, sur les conséquences, on les connaît parfaitement. Mais nous, on continue toujours à chercher par rapport aux autres pays européens et par rapport à la corruption et par rapport à ce que les gens réclament de la démocratie directe et qu'on n'arrive pas à l'obtenir. Donc là, on a recherché, et grâce aussi à Maître Sanviti, on a d'autres échos, on a d'autres analyses qui nous parviennent, et ce qui fait qu'on peut encore mieux chercher pourquoi on en est dans cet état-là. Là, j'ai repris les recherches par rapport à la Constitution, parce que j'ai dit, mais pourquoi dans certains pays on arrive à attaquer un président de la République, je parle pas de Sarkozy avec ses histoires de financement, je parle pourquoi on n'arrive pas à attaquer un président quand il ne respecte pas la Constitution ou qui ne respecte pas les lois de la République ou qui ne respecte pas la démocratie locale. Et là, en faisant les analyses, on s'aperçoit que les pays voisins, eux, appliquent certains éléments, c'est-à-dire que eux, ils ont le serment, c'est-à-dire que les députés, que tous les élus nationaux, avant de prendre leurs fonctions, ils sont obligés de prêter serment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les citoyens peuvent dénoncer parce que ils n'ont pas respecté les serments, parce que si vous voulez, j'entends bien, je suis à l'écoute de ce que dit Étienne Chouard, ils veulent que les citoyens veulent que les élus respectent leurs promesses. Mais ils ne respectent pas leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'obligation de respecter les promesses. Alors que s'ils étaient obligés de faire un serment, de dire je vais respecter la Constitution, je vais respecter les lois de la République et je vais respecter la démocratie, dès qu'il y aurait un point sur lequel le citoyen qui contrôle dit mais attendez, il n'a pas respecté ci, il n'a pas respecté ça, on peut faire des procédures en destitution. Eux peuvent faire des procédures en destitution puisqu'ils ne respectent pas le serment. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait la France? Qu'est-ce qu'on fait les députés, les sénateurs, les gouvernements français? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit voilà, on va donner un pouvoir au préfet, le pouvoir de contrôler ce que vont faire les élus locaux. Mais on voit bien que ça ne fonctionne absolument pas. Les préfets ne font absolument pas les contrôles. Aujourd'hui, on a seulement 20% des actes administratifs qui sont contrôlés par les préfets. Donc vous imaginez bien que tous les permis de construire illégaux, toutes les décisions des conseils municipaux ne sont pas contrôlées. C'est là le véritable scandale. C'est pour ça que là, on n'a absolument pas de démocratie. Parce que non seulement les préfets ne contrôlent pas, c'est l'article 72 de la Constitution. Et le préfet est là pour contrôler les actes administratifs.
Il ne le fait pas. Les citoyens, on ne peut pas aller au tribunal administratif pour dénoncer des permis de construire frauduleux. Donc, on voit bien que la démocratie est en panne, la Constitution est en panne, les lois de la République sont en panne parce qu'on ne peut pas les faire appliquer, mais tout ça, c'est un système. C'est un système, puisque nous, on peut le dénoncer. On est allé voir les députés, les sénateurs, on est allé dans les cabinets ministériels, on a tout fait. On a tout expliqué qu'on ne pouvait pas obtenir l'application de la loi. Il y en a aucun que ça a choqué. Donc, ils sont bien tous complices de ce système. Donc, c'est pour ça, c'est complètement... il faut que tout le monde révise sa position. C'est pourquoi les élus, tous les élus locaux ne sont pas obligés de faire un serment. On oblige les juges, on oblige les juges à faire un serment. Et pourquoi on n'aurait pas un serment de tous nos politiques pour dire ils vont respecter la Constitution, ils vont respecter la loi, ils vont respecter la démocratie. Voilà, ça c'était notre premier point sur lequel on voudrait discuter avec vous. Alors, il y a quelque chose d'important. Tu parlais de l'étranger. Quand tu parlais de l'étranger, tu parlais des pays étrangers, bien évidemment. Dans quel pays on sait que c'est traditionnel et ça, malheureusement, on est tellement abreuvé de la culture américaine que tout le monde connaît l'impeachment, que tout le monde a vu les investitures au moins une fois dans sa vie des Américains qui prêtent serment et qui jurent sur la Bible d'ailleurs, pas sur éventuellement autre chose que nous, ça pourrait être sur la République, je ne sais pas. Mais quels sont les pays très concrètement qui pratiquent cette forme de serment et d'engagement? Alors on va commencer au niveau national et puis peut-être après descendre, puisque vous avez étudié la chose. Oui. Alors, en France, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de serment pour les élus. Donc ça, c'est réglé. Par contre, j'ai trouvé que l'Allemagne aussi avait un serment, la Belgique, la Suisse et l'Italie aussi avaient un serment. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils prennent un poste, avant leur mandat, ils font un serment qu'ils allaient respecter la Constitution. Voilà, c'est pas compliqué. À partir du moment où ils ont fait un serment et qu'ils le violent, eh bien là, on a des moyens d'agir. Tandis qu'aujourd'hui, on attend qu'ils respectent leurs promesses. Vous savez bien que la promesse des élus, on peut toujours s'asseoir dessus. Alors, il est vrai que il existe une procédure de destitution française, mais qui est un petit peu comme le référendum d'initiative parlementaire, c'est-à-dire que c'est inapplicable concrètement. Et à chaque fois qu'il y a eu des procédures qui ont été réclamées, notamment, je me souviens de mémoire que François Asselineau avec l'UPR avait déjà depuis plusieurs années monté un dossier que j'avais lu et que j'avais trouvé très crédible. Mais concrètement, à part une procédure en destitution qui a été menée de mémoire auprès de François Hollande 6 mois avant sa fin de mandat, il n'y a pas, à ma connaissance, de précédent dans l'histoire. Ou est-ce que vous en avez trouvé, vous? Alors, j'ai trouvé le serment de Jeu de Paume. À l'époque, c'était ça. Ils s'engageaient, les députés s'engageaient à faire quelque chose. Ils avaient, c'est parti de là. Mais après, ça a été complètement abandonné, tout ça. Oui, effectivement. Je pensais pas remonter si loin, mais bien évidemment. Mais non, en France, je n'ai rien trouvé. Il n'y a absolument rien sur l'engagement l'engagement des élus, parce qu'on ne peut pas dire députés, sénateurs, l'engagement des élus à respecter la Constitution. Et on le voit bien dans les dossiers. Ils violent les PLU et en voilà, ils en ont rien à faire. Comment ça s'appelle? Le député a l'obligation de regarder si la loi, elle est bien appliquée. Ils en ont rien à faire aussi. Voilà, c'est sur toute la longueur. C'est sur toute la longueur qu'on ne peut pas avoir confiance à nos élus parce qu'ils n'ont pas d'engagement, d'obligation de respecter la Constitution. Alors on va vous dire, mais si regardez dans les textes, ils sont obligés de regarder la Constitution. Après, c'est-à-dire que si après qu'ils n'ont pas fait de serment, on s'aperçoit, il faut saisir le tribunal. Il faut saisir le tribunal pour faire juger qu'ils n'ont pas respecté soit un plan local d'urbanisme,
enfin d'autres décisions administratives. Mais regardez les barrières que nous ont mis les députés et les sénateurs pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les députés et les sénateurs nous ont interdit de saisir la justice sur les permis de construire frauduleux. Alors que s'ils avaient eu seulement l'obligation de respecter, on pouvait aller simplement faire juger et de le destituer. Pourquoi un maire qui viole son PLU, on fait annuler un permis de construire et le maire est toujours en place alors qu'il a violé la loi? Alors, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre parce que on va parler des PLU, tu vas nous expliquer, parce que tout ça, pour certains, est un peu éventuellement technique, alors que c'est très facile à comprendre. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu peux dire aujourd'hui que pendant 40 ans, ils nous ont empêchés. Explique-nous ce qui a empêché le simple citoyen ou éventuellement une entité morale de pouvoir aller devant les tribunaux pour essayer d'obtenir des droits. Parce qu'ils ont fait des lois, ils ont fait des réglementations qui interdisent, il faut soit pour attaquer un permis de construire de la grande distribution. Un commerçant ne peut pas l'attaquer, c'est eux qui ont fait la loi. Les députés et les sénateurs ont fait la loi pour que le commerçant ne puisse pas attaquer le commerçant, l'artisan, même un concurrent, ne peut pas attaquer un permis de construire d'une implantation de grande surface par rapport à la loi qui a été faite par le député et le sénateur. C'est eux qui ont fait la loi dans ce sens. Pour pouvoir attaquer un permis de construire d'une grande surface, il faut être riverain. Quand on l'a bien vu là dans l'émission, quand ils vont implanter un centre commercial en plein milieu des champs, mais quel est le riverain? Quel est le riverain qui peut aller? C'est complètement impossible. Donc, qui est-ce qui a monté ce stratagème? C'est le député et les sénateurs, parce que les députés et sénateurs, à l'époque, ils étaient députés maires, sénateurs maires, et ces messieurs ne voulaient pas de recours. Ils ne veulent pas de recours pour leur projet, parce qu'ils considèrent que d'implanter une grande surface ou d'implanter un centre commercial, c'est leur projet. Alors que toute la population est concernée. Le centre-ville est concerné, les commerçants sont concernés. Il va y avoir des nuisances, tout le monde est concerné. Eh bien non, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'enquête publique, il n'y a rien sur le permis de construire. L'enquête publique, c'est à partir de 10 000 mètres carrés maintenant avec la loi, mais avant, ils pouvaient très bien déposer un permis de construire pour une surface de 20 000 mètres carrés, mais avec un parking peut-être de 150 000 mètres carrés de bétonnage. Mais qui c'est qui peut attaquer ça? Qui c'est qui peut attaquer ça? Les députés, les sénateurs et le gouvernement successif ont mis en place un mécanisme pour qu'on ne puisse pas rentrer. Si vous voulez, c'est comme le jeu de Dada. Le jeu de Dada, vous pouvez toujours tourner autour, vous pouvez pas jamais rentrer. Et là, c'est pareil. Le député et les sénateurs ont fait de la réglementation dans lequel on ne peut pas y accéder. Et ça, c'est complètement antidémocratique, puisque chaque individu, lorsqu'il est concerné par un projet, peut faire un recours. Donc, vous allez avoir le droit à faire un recours quand il demande une autorisation d'exploitation commerciale. Mais comme tous ces fraudeurs, par exemple, là, le 4500 mètres carrés, là, à Villeneuve-Loubet, il n'a pas demandé d'autorisation. Eh bien, à ce moment-là, les commerçants et les artisans n'ont jamais pu faire un recours. Voilà, il est là le problème. Donc, si on avait un serment que le député, que les sénateurs, que les élus locaux sont obligés de respecter la Constitution et la démocratie, ils ne pourraient jamais faire des lois aussi scélérates. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais, à juste titre, de tous les problèmes rencontrés au niveau de la justice. Tu es en train là de nous expliquer très concrètement pourquoi les procédures ne sont pas aujourd'hui mises en place parce qu'on vous donne pas cette forme de pouvoir.
Ce que j'aimerais que tu nous expliques aussi, c'est comment se fait-il que malgré toutes ces constatations, malgré parce que vous n'êtes pas les seuls, il me semble, même si de temps en temps j'ai vraiment l'impression que vous êtes très esseulés dans ce combat juridique, comment se fait-il qu'aujourd'hui des gens qui sont constatés hors la loi, vous n'arrivez pas jusqu'au bout des procédures? Qu'est-ce qui bloque à un moment pour que ces procédures, alors qu'elles sont sans appel, c'est factuel, puisque on a fait quelques émissions avec vous, beaucoup de gens vous connaissent pour ce que vous faites, vous avez été aussi chez nos confrères de Nexus, par exemple, assez régulièrement, ou chez nous aussi, vous êtes venus pour des actualités, pour nous expliquer concrètement le mécanisme sur quelques bases de dossiers, encore une fois très concrets. Comment se fait-il que malgré que factuellement vous arriviez à prouver qu'il y a malversation, qu'il y a non-respect des codes divers, parce qu'en plus tous les codes juridiques sont imbriqués les uns dans les autres, comment se fait-il que vous n'arrivez pas au bout? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors, pourquoi on n'arrive pas au bout? On va partir d'un dossier, parce que le dossier là, il est du mois de mai 2026. Faut pas qu'ils nous disent qu'on sort avec des dossiers de Mathusalem, hein. Donc le dossier de 2026, c'est un centre commercial. Le propriétaire a décidé, où il prend sa retraite, il veut vendre le centre commercial. Mais au moment des acquisitions, au moment de faire les papiers, il s'aperçoit qu'il n'a pas d'autorisation d'exploitation commerciale. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, je vais aller simplement demander une autorisation. Ça fait 40 ans qu'il fraude. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va saisir le préfet et qui contrôle déjà qu'il est en situation irrégulière, qu'il le signale quand même au procureur de la République et qu'il fasse au moins payer les amendes. Attendez, il y a violation du code de l'urbanisme, violation du code du commerce. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce promoteur, ce nouvel acquéreur? Il a dit, je vais aller demander une autorisation à la commission départementale d'aménagement commercial. Alors là, ils sont 7 élus, hein. 7 élus, ils ont dit oui. Ils ne se pas posé la question. Ah, mais tiens, il n'a pas d'autorisation, il a violé la loi depuis 40 ans. Mais, voilà, de toute manière, la justice, c'est partout pareil, hein. Donc, les 7 élus complices, dont le maire de Villeneuve-Loubet, c'est un ancien député, d'accord? Ils viennent là. Nous faisons un recours et nous disons, mais attendez, que au moins, il soit au moins jugé qu'il a des surfaces illicites et qu'il paye ses amendes. Mais la Commission nationale, qu'est-ce qu'elle a fait dans un premier temps? Elle a refusé le dossier, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé le dossier, non pas parce qu'il était en surface illicite, mais simplement parce qu'il manquait des arbres. Donc, il suffit, vous voyez, vous mettez des arbres, des jardinières et tout ça, et puis vous régularisez 4500 mètres carrés de surface illicite. Mais le souci, ce que nous dénonçons, c'est que les commissions départementales d'aménagement commercial ou les commissions nationales d'aménagement commercial sont dépossédées de tout pouvoir de contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont là pour juger, pour examiner si un projet ne va pas détruire le commerce avoisinant. Mais là, on est complètement en marche arrière. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Puisque de toute manière, ils régularisent une fois qu'ils ont tout détruit autour d'eux. Donc maintenant, forcément, au bout de 40 ans, vous savez pas quel commerçant a été ruiné. Et tout ça, si vous voulez, c'est une nébuleuse. Voilà. Alors, nous dénonçons que les commissions départementales d'aménagement et les commissions nationales d'aménagement commercial n'ont aucune compétence juridique pour examiner qu'ils sont en train de donner une autorisation sur quelque chose de totalement illégal. Ça encore, c'est anticonstitutionnel. Ça encore, c'est antidémocratique. Pourquoi le voisin d'à côté va faire une demande d'autorisation et l'autre à côté qui a rien fait, il va avoir une autorisation? Mais sur quel monde on marche? Et puis, il faut savoir quand même, quand il loue 4500 mètres carrés, il loue à des baux commerciaux. Il a signé des baux commerciaux à des commerçants sans aucune autorisation. Donc, vous prenez tous les niveaux les uns derrière les autres, personne ne contrôle. Mais seulement vous, quand vous avez affaire à la justice,
Alors ça se passe plus pareil. Hein. Vous, vos plans disparaissent, les pièces disparaissent, les juges d'instruction ne veulent pas instruire, vous avez les procureurs qui modifient les dates d'achèvement de travaux. Enfin, c'est un saut d'obstacle, c'est impossible. Et tout ça, je le répète et je le redis, parce que c'est un système qui a été mis en place pour qu'on arrive à une telle situation. Pour le bénéfice de la grande distribution. Pour les bénéfices des prédateurs alors vous allez forcément avoir un commerçant qui va demander une autorisation. Ben lui, il arrive, il est pas, il est pas responsable de tout ce qui s'est passé autour. Mais quand on donne l'autorisation, on ne sait pas combien de milliers de mètres carrés sont illégaux autour d'une nouvelle autorisation. Ils en donnent même ils donnent des autorisations avec des milliers de mètres carrés. Voilà. Et quand on sollicite les députés, les sénateurs pour dire il y a vraiment un problème, il faut une commission d'enquête pour qu'on arrive à remettre à plat ce désordre. C'est un désordre public, économique et social. Organisé, d'après ce que tu dis. Organisé. Là, on peut le dire. Nous, on a Donc là, là, vous avez la photo que notre ami Patrice Boulanger a fait, mais c'est exactement la situation. Le préfet ne voit rien, le maire, lui, il encaisse. Voilà, lui, alors on va dire, il encaisse les taxes foncières, il encaisse ci, il encaisse ça. Peu importe si le bâtiment est illégal. Hein. Ah oui. Après, on se dit, mais attendez, les prostituées, pourquoi les prostituées, elles payent des impôts? C'est complètement, la prostitution est illégale, mais elles payent des impôts. Ben là, c'est exactement pareil. Ils ont des mètres carrés illégaux, ils payent leurs impôts dessus. On l'a fait démarche pour Carrefour Vitrolles, on l'a fait la démarche. Les impôts nous disent, ils payent. Voilà, du moment que les impôts payent, du moment qu'ils payent des impôts, voilà. Le reste, c'est pas notre problème, voilà. Si vous voulez, une loi n'efface pas une autre. Ils sont, avec leur système, le système qu'ils ont mis en place, ils sont sans arrêt en train de faire du chantage. Alors, on parlera tout à l'heure du chantage à l'emploi. On va dire, mais attendez, il a 4500 mètres carrés, on peut pas licencier. Alors, voilà, c'est le chantage à l'emploi, où on va créer des emplois. Bref, on est toujours, c'est le chantage parce qu'il paye ses taxes, le chantage parce qu'il loue les locaux, mais seulement la loi, personne ne peut faire appliquer la loi première. Parce que nous, on parle de la première, c'est-à-dire l'autorisation pour s'implanter. Hein. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'inorganisation, tu parlais au contraire peut-être d'une organisation implicite, de quelque chose qui est peut-être réfléchi de façon globale pour empêcher que la loi passe, que peut-être jouer aussi sur les interprétations et les possibilités que les différents codes du commerce, de l'urbanisme puissent aussi se chevaucher. Mais est-ce que tu penses que, et c'est strictement d'ailleurs d'actualité, que la justice manque de moyens ou c'est simplement parce que ceux qui sont censés contrôler ne font pas leur travail? Et pourquoi ne le font-ils pas du coup? Alors, c'est simple, hein. On ne met pas un maire en prison. Tous les maires qui violent les PLU, donc ils s'auto-protègent. C'est pour ça que la justice, elle ne va pas au bout. Elle ne va pas au bout. Elle le voit bien. Quand on amène un dossier devant le président du tribunal et qu'on lui montre que le plan local a été violé parce que c'est une zone agricole ou une zone inondable et que le permis de construire, il est dessus, mais il le voit. Il est comme nous. C'est pas un imbécile, hein, le président du tribunal, hein. Il le voit. Mais seulement, et qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours des subterfuges, c'est-à-dire, il va dire, mais c'est inopérant par rapport à l'exploitation commerciale. Voilà. Ce que vous dites, c'est une zone inconstructible, mais nous, on examine simplement le projet commercial. Mais qui c'est qui l'a mis en place, tout ça? Ce sont les députés et les sénateurs. C'est personne d'autre. Donc, les juges, ils appliquent les lois qui les arrangent, telles qu'elles ont été faites par les députés et par les sénateurs pour arranger les maires. Parce qu'il faut savoir quand même que les maires, après, il va y avoir les élections. Donc les maires, on a besoin des 500 signatures. Donc les 500 signatures, attendez, là, on a un dossier, ils sont déjà en train de préparer les sénatoriales avec un permis de construire frauduleux.
Eh ben, le maire, il est déjà en train de se positionner pour être sénateur. Donc, on est complètement dans un système complètement pervers. C'est pervers. C'est presque un système mafieux parce qu'il faut savoir que quand ils acquièrent autant d'impunité, ce n'est même plus, comment dire, c'est incomparable par rapport à un citoyen normal. Hein. Un citoyen normal, il a pas construit, il a violé le permis de construire, on lui dit, monsieur, vous allez démolir, hein. Mais eux, non, on se congratule, on va aller voter pour les sénateurs, on va donner la signature au président de la République, pour le candidat à l'élection présidentielle, et voilà, et tout s'arrange. Et c'est pour ça que, et oui, parce qu'il y avait un deuxième aspect sur comment ça s'appelle, sur ce que tout à l'heure tu parlais, c'est pourquoi les juges ne vont pas au bout. C'est parce que comme ça, il n'y a jamais de jugement sur ce système. C'est toujours, ils s'arrangent. Alors, vous savez, nous, on dénonce des permis de construire frauduleux. Eh bien, qu'est-ce que fait le maire? Il va donner un permis de construire modificatif pour faire tomber ce que nous avons dénoncé devant le tribunal. Voilà. Et qui est-ce qui a permis à ceux qui font de faux permis de construire d'avoir un permis de construire modificatif? Là encore, c'est le député et les sénateurs. C'est personne d'autre. Le prédateur sur le commerce et sur le désordre public économique, mais c'est lui qui écrit les lois. Il écrit les lois dont il a besoin. Voilà, il est là le souci. À chaque fois que nous avons dénoncé quelque chose, à chaque fois que nous avons gagné quelque chose, ils ont fait une loi pour faire tomber la jurisprudence que nous avions gagnée. Alors, c'est exactement le mot qui me venait parce que après 30 ans de combat judiciaire, hein, puisque vous, c'est votre spécialité, vous allez directement en justice, il n'y a pas eu une seule fois une jurisprudence qui a abouti et qui a permis de modifier un tant soit peu les lois existantes. Jamais. Alors, on a saisi le Conseil d'État parce que nous dénonçons que je vais le dire, hein, que ça soit Lidl, Grand Frais ou Aldi, ils ont l'habitude de déposer des permis à 999 mètres carrés. Non, je recommence. Ils déposent des permis de construire de 2000 mètres carrés. À l'intérieur, ils demandent une surface de vente de 1400 mètres carrés. Là, on peut faire un concours, il y a une autorisation. Et qu'est-ce que fait le maire? Il va délivrer un permis de construire à 999 mètres carrés. Quand on a eu une vingtaine de dossiers similaires, qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi le ministre pour lui dire il faut légiférer. Qu'est-ce qu'a fait comment ça s'appelle? Le Conseil d'État? Le Conseil d'État nous a dit ce que vous demandez, c'est législatif. D'accord? Donc, ça voulait dire qu'il devait y avoir une nouvelle réglementation. Alors, dans la nouvelle réglementation, qui vient de tomber. Alors, je ne sais même pas si elle décret d'application encore. Ils disent que dans les communes, pour les surfaces de 400 mètres carrés, maintenant, ils sont obligés de demander une autorisation. Mais depuis le temps qu'on le dit, nous, ça fait 15 ans qu'on le dit, mais ils sont déjà implantés partout. Donc, si vous voulez, même si on a gagné, même si on a fait une autre truc, mais ils ont déjà mis des Lidl, il y en a 2, 3 dans chaque commune, mais il y en a de partout. Et les grands frais, il y en a de partout. Et quand ils vous annoncent ils ont acheté des Jiffy, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, mais ils ont maillé le territoire. Donc quand la loi arrive, mais il est trop tard, c'est fini. Ils ont déjà pris une puissance économique sur tout le territoire. Voilà, c'est un scandale. Et alors, une question aussi de Béotien et de Candide. Hein. On a bien compris qu'ils se débrouillent à chaque fois soit pour se constituer et se déclarer incompétents, que parfois ils n'appliquent pas les modalités de contrôle qu'ils devraient appliquer, peut-être pour des problèmes aussi de moyens, mais il semblerait surtout par mauvaise volonté. Mais quand vous avez fini par avoir
entre guillemets gain de cause et que à un moment donné, la fraude est annoncée, déclarée, elle est en justice et donc du coup, il doit y avoir des sanctions. Est-ce qu'on peut faire machine arrière? Comment se passent les éventuelles sanctions quand il y en a eu? Est-ce que l'on paye juste une amende? Est-ce qu'on trouve le moyen de l'éviter? Est-ce qu'il peut y avoir des fermetures qui ont été déclarées pour des magasins illégalement ouverts? Quelles sont les sanctions concrètement que vous avez réussi à obtenir malgré toutes ces fraudes qui sont évidentes et déclarées? Parce que je rappelle que, à ma connaissance, Martine Donnette et Claude Dio et l'association En Toute Franchise n'ont jamais été portés devant la justice pour diffamation ou autre. Alors, comment ça se passe sur les fraudes? Ben, comme je vous l'ai dit, une fois qu'ils sont au pied du mur, que les amendes doivent tomber, que tout doit tomber, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils régularisent. Donc après, le préfet dit, mais c'est régularisé. Hein. Le procureur dit, bah, c'est régularisé, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Parce que, je le répète et je le redis, les députés et les sénateurs ne font pas l'application de la loi pour que les sanctions pénales prévues par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qu'il dit que toutes les infractions doivent être condamnées par des amendes et des astreintes, ne sont plus transposées dans le droit français. Elles étaient transposées dans le droit français jusqu'en 2008 et c'est Sarkozy qui les a supprimées. Quand nous, on faisait des procédures, mais il devait, je sais pas, moi, il devait 1 million d'amendes. Il devait comme ça. Mais non, tout ça, c'est tombé à la trappe grâce aux députés et aux sénateurs. Parce que qui est-ce qui a voté la loi de modernisation de l'économie? Ben, c'est pas la grande distribution, hein. Ce sont les députés et les sénateurs qui ont suivi les sirènes. Ah non, on a trop de mètres carrés de surface illicite. Vous comprenez, s'ils y arrivent, on sera obligé de payer les amendes qu'on doit payer. Il est là le souci. Le souci, il est là. Les mètres carrés illégaux, ils vont pas partir les mètres carrés sous le bras et partir, ils sont en place. Donc c'est vraiment une volonté politique de laisser ce désordre public et économique. Et nous, on fait pas ça pour nous récupérer les amendes, hein. Nous, on fait ça pour que ça soit remis dans les services, les services publics. Attendez, quand vous avez des personnes qui peuvent plus se soigner, mais on est dans un pays où ils ont installé un désordre, et ce désordre a été volontaire. Il a été fait pour éliminer les paysans, les commerçants, les artisans et les droits des individus. Alors, certains, certains citoyens, ou quand on écoute ce qui est quand même effarant et accablant, hein, ce que tu es en train de nous expliquer là, on a vraiment l'impression qu'il y a une mafia, oui, n'ayons pas peur des mots, organisée, en toute impunité. On régularise a posteriori, on ne tient pas compte de la loi, on n'applique pas les contrôles, bref, la démonstration est faite. Et on se dit, bon, mais à la limite, bon, quelles en sont les conséquences? Mais la première des grandes conséquences, on va avoir sur l'emploi pour finir l'émission, mais là, on va attaquer la deuxième partie. Une des grandes conséquences, même si, encore une fois, il faut mettre des réserves, même si les corrélations ne sont pas forcément une preuve en soi, mais c'est qu'il y a destruction des surfaces agricoles. Nous avons demandé, alors on travaille avec quelques IA, avec toutes les réserves d'usage bien évidemment, mais qui s'appuient sur des études très sourcées sur les 50 dernières années, depuis les années 1970, comme vous pouvez le voir sur cette infographie que vous voyez à l'écran, des sources de données de l'INSEE, de la SAU, bref, des sources officielles, encore une fois. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que depuis les années 70 et même dans des projections jusqu'à 2025, parce que bien entendu les derniers chiffres datent de 2020, vous voyez la courbe bleue ici, où on passe de 34,5 millions d'hectares de surface agricole utile à
28, en dessous de 28 même, ou 28,03 d'après les projections. Donc, on perd des surfaces agricoles. Et parallèlement, bien évidemment, en mètres carrés de grande distribution, on part de 2,5 millions de mètres carrés dans les années 70 pour arriver à 22 millions. Je rappelle, si on veut faire un ratio, parce que nous ne sommes pas comme certains ministres, on sait que un hectare, c'est 10 000 mètres carrés quand même, parce que certains ont du mal à faire des règles de 3 ou à savoir ce que c'est un hectare, même y compris dans nos ministres de l'économie ou de l'éducation. On a eu quelques surprises quand il s'agissait de connaître leurs compétences. On a vu qu'elles étaient quasi nulles et là où ils nous ont menés. Est-ce que tu peux, de ton côté, donc nous expliquer ta vision des choses et bien sûr modérer, encore une fois, il n'y a pas une relation directe, quoique elle est vraiment interpénétrante pour partie entre la diminution des surfaces agricoles utiles et l'augmentation des grandes surfaces de la grande distribution. Alors attention, là sur ce graphique, on parle d'hypermarché, de supermarché. On a fait d'autres études comparatives. Dedans, il y a des modérations à apporter puisque les grandes surfaces ont aussi des entrepôts, qu'il y a des grandes surfaces alimentaires, mais il y a aussi des grandes surfaces non alimentaires. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Martine, nous donner ton point de vue, ton analyse au regard de tes 30 ans d'expérience avec Claude? Alors, il faut savoir quand même, on l'a redit en début d'émission, c'est que la grande distribution, elle va pas se mettre à 40 km de la ville, elle se met toujours en périphérie des villes. Et quand elle s'est mise en périphérie des villes, elle est venue sur les terres agricoles. Voilà, elle est venue sur des terres maraîchères. Nous, on a eu des dossiers où c'était carrément, par exemple, tout près d'Orléans, c'était des terres maraîchères où on cultivait la salade et tout ça qui était vendu sur les marchés. Donc, ils ont pris ces terres agricoles. Et en plus, ces terres maraîchères étaient sur une zone inondable parce qu'on était dans le triangle de la Loire et du Loiret. Donc, en plus, c'était une zone super inondable. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même mis un hypermarché. D'accord? Donc, ils se sont installés en périphérie des villes et c'est là où il y avait les terres maraîchères. Donc, alors, forcément, le ratio, maintenant, c'est compliqué de le faire parce que on a de moins en moins de données. Si vous voulez, toutes les données qu'il y avait qui étaient rendues publiques, qui étaient accessibles à tout le monde pour comprendre, eh bien, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a supprimé, de par la loi et encore avec les députés et les sénateurs, ils ont voté pour que tous ces chiffres ne soient plus accessibles. C'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, hein. C'est l'article 752-9 du Code du commerce où toutes les données ne sont plus accessibles au public. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on donne une autorisation, parce que quand un Lidl vient et qui demande 999 mètres carrés, mais il s'implante sur 10 000 mètres carrés de terre, de terrain. Et ce sont des terrains cultivables. Voilà. Alors moi, je pourrais pas rentrer parce que je serais pas compétente pour faire le ratio. On a suffisamment de gens comme Philippe Grégoire et autres qui pourront nous faire les tableaux sur les ratios, combien de terres agricoles. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont supprimé les jardins, des gens. Ils ont supprimé un tas de choses c'était de la terre cultivable parce que quand les gens faisaient leur jardin, c'était de l'alimentation. Donc les terres qui ont été prises, c'est je sais pas combien de terrains de foot qui disparaissent par an. C'est un département qui disparaît tous les 10 ans. Alors vous voyez, ça fait 50 ans. Hein. Donc un département, vous avez compté, ça fait 5 départements qui ont disparu. Parce que quand on parle des mètres carrés de la grande distribution, on ne parle pas de toutes les infrastructures. Mais vous voyez pas ces routes, ces machins qu'ils font pour accéder au centre commercial. Quand on va à Villeneuve, quand vous avez le dossier de Open Sky à Nice, mais il faut faire des 4 voies. Quand c'était l'IKEA à Nice, pareil, il fallait amener le tramway à Nice. Donc quand vous faites un tramway,
il en faut des mètres carrés hein, pour aller jusqu'à L'espace. jusqu'à Ikea. Hein. Donc voilà, c'est toutes les infrastructures. Et puis on avait on avait un juge qui disait comme ça, il y avait 2 mètres de dérobé, 2 mètres d'enrobé, 1 mètre de dérobé. Donc vous voyez, c'est tellement catastrophique qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. Parce que je crois qu'on n'aurait pas fini d'en découvrir. Hein. Mais ce que tu viens de nous dire est assez significatif, parce que tu viens de citer un juge, on ne donnera pas le nom, bien évidemment. Ah, il est décédé. Qui te dit que pour 2 mètres d'enrobé, il y a 1 mètre de dérobé. Donc les juges ont tout à fait conscience de la situation. Ils le savent. Bien sûr. Ils le savent, ils sont parfaitement bien sûr. Et toutes les affaires, attendez, toutes les affaires de centrales, comment, à Fos, c'est quoi? C'est la centrale, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Pour les déchets. Pour les déchets. Voilà, c'est pas une fosse, mais c'est 2 fosses, mais c'est 3 fosses qu'il faut faire parce que tout le monde veut rajouter son petit grain de sel. C'est pareil dans la grande distribution. Hein. Ils le savent, ils le disent même. La grande distribution le dit elle-même. Ils sont pas comme on peut le dire. Hein. C'est Monsieur Leclerc qui l'a dit. Il a dit il est pas dupe. Il a dit on sait très bien combien coûte de construire un bâtiment. Et puis quand on est obligé de passer par le promoteur du maire, c'est un autre prix. Et voilà. Bien évidemment. Donc, sous-entendu, collusion, bac chiche et autres. On montre là une... C'est tout, hein, tout est à l'avenant. Alors forcément, qu'est-ce que vous voulez, un commerçant indépendant face à ça? Il représente pas grand-chose par rapport à tous les enjeux que représente une implantation de grande surface. On est vraiment les parties. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas des recours. Parce que qu'est-ce que ces petits merdeux, ils viennent nous emmerder alors que nous, on attend notre centre commercial. Mais vous vous rendez compte un peu? Oui, et ce qui est terrible, c'est que dans le grand public, si on réfléchit bien, nous sommes tous addicts, hein, bien évidemment, parce que pour la grande majorité d'ailleurs, ils n'ont connu que ça. Hein, oui. Nous sommes partis d'une génération qui avons connu des centres-villes actifs, qui avons connu aussi, quand j'étais jeune, des camions qui venaient aux portes des maisons, dans les petits villages, amener le boucher, la laitière, le crémier, etc. Il y avait des marchés plusieurs fois par semaine, parfois. Les centres-villes étaient dynamiques. On trouvait de tout, un peu. Parfois, il fallait faire quelques kilomètres, effectivement, mais pas plus qu'aujourd'hui quand on va dans des grandes surfaces. Mais il y a toute une génération qui ne sait pas ce que c'est qu'un centre-ville actif, qui ne sait pas ce que c'est que d'aller faire des courses dans divers commerçants, chez divers, éventuellement même en direct chez divers paysans, et qui ne comprend pas bien pourquoi la remise en cause de la grande distribution et quels sont les effets directs constatés, parce que on voit dans la grande distribution un moyen pratique de faire ses courses, d'acheter pas cher. Alors, parlons plutôt de rapport qualité-prix, parce que si on devait mettre dans le fameux rapport qualité-prix la qualité vraiment en avant plutôt que le prix, on se rendrait compte que, bien entendu, tous ces produits transformés, toutes les études sont aujourd'hui une hécatombe en termes de santé. Hein. Il n'y a qu'à voir depuis 20 à 30 ans le taux d'augmentation des cancers dits environnementaux chez les enfants, et ceci de façon mondiale, avec, encore une fois, l'essor de la grande distribution qui va de pair et qui d'ailleurs parfois est partie prenante dans les industriels, hein, puisqu'il y a quand même ces fabricants, ces industriels, cette grande distribution qui est hégémonique. Hein, et comme on le voit là sur cette infographie, on a d'un côté 5,1 milliards d'hectares de perdus, et de l'autre côté 7,7 millions d'hectares de gagnés par la grande distribution,
avec une perte agricole au niveau des hectares qui est phénoménale. Et donc, il y a une incidence. Et parfois, les gens ne font pas la relation. C'est pour ça qu'il est difficile parfois que vous soyez entendus, parce que les gens ne comprennent pas la relation sur la cause environnementale, sur les problèmes de santé, sur la vente de produits qui sont la plupart du temps de moyenne qualité. Comment vous arrivez, vous, à votre niveau au sein de l'association, en toute franchise, à sensibiliser les gens et à leur faire prendre conscience de cette relation directe? Parce que les statistiques sont toutes là, et les statistiques officielles. Comment vous faites pour arriver à ce que les citoyens vous écoutent, vous entendent, et que vous soyez capable, à un moment donné, de ne pas être les gens qui combattent la grande distribution, mais des gens qui prônent un autre modèle de société, et surtout dans une dimension du bien public? Comment vous faites concrètement? Eh bien, on a la chance, nous, on reste ouvert et on côtoie des gens. On ne reste pas derrière notre écran, là on est avec vous, mais on côtoie plein de gens qui ont pris conscience. Parce que malheureusement, les télés et les journaux ne veulent plus entendre, ne veulent plus parler de ça. Les autres, ils ont tellement pris la place avec leur publicité. Vous voyez bien, quand vous ouvrez la télé, vous prenez une chaîne, il y a 20, comment ça s'appelle, 20 publicités. Donc, on ne peut plus, il faut sortir. Il faut sortir de chez soi et rencontrer des gens, parce qu'il y a que comme ça. D'abord, il y a un lien humain qui se crée, parce que c'est ça, je veux dire que des fois, on n'est pas compris, même des fois dans notre propre famille, pourquoi vous faites ça à votre âge et tout ça. Mais on a d'autres satisfactions avec des gens. La preuve, nous sommes allés à la coalition là, à Avignon. On a rencontré des gens qui sont épatants. Voilà. Et donc, ils œuvrent aussi, chacun œuvre de son côté. Et c'est grâce à toi et tout ça qui nous donnons la parole qu'on peut retransmettre les émissions. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes créneaux horaires. On n'est pas toujours, les émissions sont enregistrées, ils peuvent les rediffuser et autres. Donc, moi, je crois énormément à la solidarité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi tous ces gens ont des terrains, des pelouses et tout ça, et qui font pas au moins 4 salades, 4 radis, faire des choses. Voilà, il faut redonner le goût aux gens de vouloir se réinvestir. Et alors, comme tu dis, par rapport à la grande distribution, la consommation, maintenant, il y a suffisamment d'informations pour voir le nombre de fringues qui sont jetées, mais c'est pas possible. On est dans un monde de gaspillage. Et comment ça s'appelle? Et heureusement, avec, comment il s'appelle, Yann, je sais plus, mais enfin, c'est Yann, quand il nous explique combien il récupère de marchandises dans les poubelles de la grande distribution. Moi, la grande distribution, si elle applique cette politique, c'est parce qu'elle est obligée. Elle est obligée de faire croire que c'est l'opulence. Donc, par rapport à l'opulence, eh ben, il faut toujours remplir les rayons, et ils font plus le même chiffre d'affaires que le chiffre d'affaires qu'ils faisaient quand ils étaient tout seuls. Aujourd'hui, quand vous avez dans une commune, que vous avez un petit Intermarché, un supermarché, quand il a vu arriver un Lidl, un Grand Frère et tout ça, tout le monde, le chiffre d'affaires diminue. Donc, ils veulent toujours avoir l'impression que c'est l'opulence dans les rayons, mais il y a énormément de gaspillage. Et ça, c'est une des conséquences. Alors, je sais plus ta question, mais il y a tellement de choses à dire que c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut absolument qu'on rende compte que c'est nous, hein. Il y a que nous qui pouvons faire. Quand je dis nous, je parle pas de Martine Donnette et Claudio, je parle que c'est des gens qui s'investissent, qui cherchent comment reprendre le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir pour commander et autres, c'est comment prendre le pouvoir pour remettre la démocratie en route. Pourquoi les citoyens ne sont pas capables de dire, mais il y a suffisamment de supermarchés, encore un supermarché. Mais s'il y avait eu de la démocratie, d'abord le maire, il aurait peut-être passé une annonce, il aurait peut-être pu faire une annonce. Est-ce que vous êtes d'accord pour remettre encore un supermarché? Le maire, il a signé le permis et tout ça. Et c'est quand ça commence à construire que les gens se rendent compte.
Il est là. Tout à fait. Alors, d'autant plus que moi, comme tu le sais, je suis un ancien de la grande distribution, hein, j'en suis parti il y a très longtemps, à la fois petite et moyenne et grande surface, et aussi en centrale d'achat. Ce dont tu parlais en ce qui concerne l'ensemble du gaspillage alimentaire, la législation a évolué. Moi, j'ai connu une époque où on avait le droit de donner des dates courtes. Hein, il y avait, en fonction des enseignes, des prédispositions qui étaient prévues, et en fonction du type de produit, frais ou ultra frais, on décidait de les retirer du rayon, même s'ils étaient encore consommables, ce qui est déjà en soi presque un non-sens. Pour savoir, et pour avoir été vraiment à une époque partie prenante, même un produit périmé était souvent encore comestible, mais simplement la loi était appliquée sur des définitions très strictes et rigoureuses, mais on avait la possibilité de pouvoir les donner. Puis après, il y a eu une législation où nous n'avions plus le droit de les donner, où on nous a interdit de les donner à des associations caritatives ou même au sein du personnel, parfois même, assez étonnamment, par la volonté des syndicats qui trouvaient que c'était discriminatoire de pouvoir faire bénéficier les employés de la grande distribution de ces produits qu'on donnait, puisque bien entendu, ils rentraient dans les cahiers de casse, et que la marge étant déjà préconfigurée et que toute cette casse était payée et prévue dans le prix de vente du consommateur, il était évident qu'à un moment donné, pour certains, ils trouvaient inadmissible que certains de leurs concitoyens puissent en bénéficier, puis pas d'autres. Puis il y a eu un moment, et on est arrivé à ce moment-là, où aujourd'hui, des denrées comestibles, on les immerge de produits, eau de javel ou autres, hein, et parfois même avec une obligation de destruction. Il y a même des grandes surfaces qui emploient des sociétés qui sont là pour détruire les denrées périssables, et de temps en temps, des contrôles où on est obligé de les faire devant huissier pour montrer la bonne méthodologie avec une traçabilité, etc. C'est vrai qu'il y a un système qui, à chaque fois, veut imposer des lois et des normes en dehors du bon sens et en dehors de toute logique, à la fois économique, mais aussi carrément sanitaire, et on est bien d'accord là-dessus. Alors, on va aussi... Je vais rajouter une chose. On parle de ce qui est jeté par la grande distribution, mais on ne parle pas ce qui est aussi détruit sur les exploitations. Parce que la grande distribution met tellement de normes, de barrières. Donc, si les melons sont trop mûrs, ils sont un petit fondus, si les tomates, voilà, il y a aussi la part de la grande distribution qui jette, mais il y a aussi celle que le paysan ne peut pas vendre parce qu'elle ne correspond pas à ces critères. Ils mettent tellement des critères importants. Et puis, dans le gaspillage alimentaire, il faut quand même reconnaître que le paysan cultive de la marchandise, ils vont élever des animaux, et que tout ça va partir à la poubelle. Mais on est une société de malades. Et quand je le dis, quand les députés et les sénateurs, normalement la loi sur le gaspillage alimentaire devait se terminer en 2030, je vois mal comment, en donnant toujours plus de milliers de mètres carrés et en faisant une concurrence déloyale complètement dérégulée, comment on va arriver à faire appliquer la loi. Donc, on le voit bien, que ça soit ça, la loi, on ne peut jamais la faire appliquer. Et je reviens, l'histoire des contrôles, c'est de la responsabilité des députés et des sénateurs. Tout à fait. Et alors, en plus, il y a une chose qui me semble très importante à noter, c'est la responsabilité de nous, consommateurs, hein, je dis bien nous tous, consommateurs. On constate que les gens ne veulent pas de tomates traditionnelles qui ne soient pas bien rondes et bien lisses. Les gens ne veulent pas de pommes dont la peau ne soit pas tachée. Il y a aussi un problème éducationnel, à la fois dans les écoles où
on n'éduque pas dans nos cantines au goût, y compris dans les écoles, les petites écoles maternelles ou en primaire, où on pourrait faire découvrir éventuellement une autre façon de faire. Il n'y a aucune interaction avec nos paysans, où la grande majorité, aujourd'hui, on a quand même une grande majorité des enfants qui ne savent pas d'où viennent tel ou tel légume, pensant naïvement que l'on peut trouver des tomates éventuellement dans les arbres et pourquoi pas aussi des poulets pendant qu'on y est. On entend des choses qui sont carrément incompréhensibles sur le fait que nous n'avons pas éduqué ni au goût ni à la provenance, et puis la responsabilité que nous avons en tant que citoyens dans les achats que nous faisons. Tout à l'heure, tu parlais à juste titre, quand nous parlions de l'accaparement des terres et de cette destruction des terres agricoles, on sait très bien aussi, et c'est là où la décrimocratie prend toute sa place, on sait très bien qu'il y a des milliers, je dis bien des milliers, puisque on a reçu Pamela Deline qui nous parlait des tiers-lieux, qui sont pas tous des tiers-lieux nourriciers, mais il y en a près de 4000 aujourd'hui. Il y a des centaines et des centaines d'associations qui aujourd'hui œuvrent pour le développement local et la consommation des aliments au niveau local. Il y a aussi beaucoup de commerçants qui deviennent aujourd'hui presque des distributeurs, puisque l'on rencontre un travail de coopération entre des surfaces destinées exclusivement à des produits directs, donc des formes de grandes surfaces, entre guillemets, où les paysans vont vendre directement au niveau des producteurs. On va en inviter quelques-uns pour montrer, des 2400 mètres carrés où il y a 110 producteurs de toute la région dans un terroir très dynamique et où les gens vont directement acheter leurs produits dans un seul et même endroit qui est approvisionné par tous ces fournisseurs qui sont des paysans directs. Il y a donc, on constate des solutions qui peuvent être apportées à la fois en termes de qualité, à la fois en termes de prix, et puis aussi et surtout dans une autre façon de consommer. Alors on va terminer cette émission, si tu veux bien, en parlant bien évidemment de cet autre point, ce qu'on entend tout le temps, ce chantage permanent à l'emploi. Alors là, il y a des dizaines, j'invite tout le monde, ce serait trop long. D'ailleurs, nous préparons des conférences à ce sujet pour expliquer aux gens qu'il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent sans aucun problème et sans aucun appel que la grande distribution, entre autres, mais il n'y a pas qu'elle, que ce modèle-là est plus destructeur d'emplois que créateur, et surtout de cet outil, l'emploi, dont ils se servent en tant que moyen de chantage. Donc j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots sur ce que vous rencontrez dans les dossiers sur la réalité de terrain par rapport à l'emploi. Ce serait très intéressant pour nous. Eh bien, c'est encore Monsieur Sarkozy, avec ses députés et ses sénateurs, parce que je le dis, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, que ça soit Macron ou que ça soit Sarkozy ou que ce soit Hollande ou autre, ils ne peuvent pas faire seuls les choses. Ils sont toujours accompagnés de leurs députés et de leurs sénateurs. Donc, quand Nicolas Sarkozy a supprimé le critère de densité de critère à l'emploi, bien là, ça a été la débandade. C'est-à-dire qu'avant, on contrôlait combien il y avait d'emplois chez les boulangers, les bouchers et tout ça. On contrôlait combien la grande distribution allait créer d'emplois et on faisait le ratio de dire, c'est-à-dire que Monsieur Jean-Paul Charrier l'avait dit, pour 200 emplois créés dans la grande distribution, c'est 700 emplois qui disparaissent, parce qu'il n'y a pas que les emplois des commerçants qui disparaissent, il y a aussi tous les emplois, les livreurs des commerçants, enfin bref, les fournisseurs des commerçants, c'est une chaîne, c'est pas directement 700 emplois qui disparaissent. Après, vous avez aussi tout ce qui vendent de la mondialisation. Quand vous avez vous avez aujourd'hui, vous n'avez plus que 3% des vêtements qui sont fabriqués en France. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que c'est des emplois, que c'est
C'est des vêtements qui arrivent du Bangladesh, de la Chine et autres. Donc tous les emplois que nous avions en France sur la création du textile ont complètement disparu. Donc là, si vous voulez, création, destruction, il l'a dit, Monsieur Macron, quand il est arrivé, moi j'ai créé les cars, ça va pas supprimer ça va pas supprimer des emplois dans la SNCF, vous voyez, donc c'est des ratios complètement farfelus. On ne prend pas les conséquences. On n'analyse pas les conséquences. Ils font des lois et au lieu de dire, voilà, on fait une loi, 6 mois après, ou une fois qu'elle est appliquée, au bout d'un an, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que les objectifs de la loi ont été atteints? Est-ce qu'il faut rectifier la loi? Ben non, ils sont incapables. Moi, je dis aujourd'hui, les députés et les sénateurs sont incapables de prendre leurs responsabilités. Tout ce qui arrive en France, c'est de leur faute. Ils n'ont jamais contrôlé les lois. Ils font des lois, qu'elles soient appliquées, pas appliquées, que les effets soient positifs ou négatifs. C'est le dernier cadet de leur souci. Ça ne les concerne pas. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au départ. Il faut un serment, il faut qu'ils s'engagent, mais pas qu'ils s'engagent sur un papier, il faut que ce soit assermenté. Ils ne peuvent pas prendre un mandat d'élu s'ils ne garantissent pas, si on ne les oblige pas par un serment à ce qu'ils respectent la Constitution, qu'ils respectent les lois qu'ils ont été établies et qu'ils respectent la démocratie. Ça fait partie de de notre patrimoine. Ça, c'est le patrimoine que nos anciens nous ont légué. Donc, on va pas se laisser faire quand même. Il faut qu'on récupère il faut qu'on récupère la main. Et pour récupérer la main, c'est ça qu'on doit obliger. Merci. Alors, avant de conclure, Martine, parce que j'aimerais qu'on finisse sur une note positive, tu viens de nous proposer, comme l'avait fait d'ailleurs Maître Sanviti, tu parles de serment, Maître Sanviti parle d'élection des gardes des Sceaux au suffrage universel, du fait que la justice ne soit plus simplement une autorité mais un pouvoir. Bon, bref, vous êtes force de proposition. Comment tu vois, au regard de tes 30 ans de lutte, comment tu vois l'avenir, on va dire, dans la décennie qui vient, et quelles sont les choses que tu trouves et que tu constates qui peuvent donner de l'espoir et peut-être nous emmener dans une direction qui puisse modifier à un moment donné les choses. Comment vois-tu l'avenir d'une façon plus simple dit? Alors, par rapport à la grande distribution, maintenant, on a dit, une fois qu'ils auraient mangé les petits, ils vont se manger entre eux. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'ils se mangent entre eux. Parce que c'est Auchan, c'est Carrefour, tout le monde s'attaque, ils attaquent les Lidl, les grands frères, voilà, ils s'attaquent entre eux maintenant. Voilà, c'est complètement catastrophique. Mais c'est toujours quand même au bénéfice des élus locaux quand même, cette histoire-là. On est bien d'accord, c'est toujours l'élu local qui, au lieu de dire stop, j'ai trop de grandes surfaces sur mon sol, j'arrête, je ne donne plus d'autorisation. Ce maire-là, il commence à y en avoir. Il commence à y avoir des maires qui disent il y en a de trop. Mais malheureusement, ils sont pas assez nombreux. Et puis après, on a la loi qui va obliger à demander une autorisation à partir de 400 mètres carrés. Donc là, c'est aussi positif. Il y a une loi qui impose qu'ils ne peuvent plus déposer des projets de plus de 10 000 mètres carrés. Là encore, c'est positif. Mais ils ont tellement maillé le territoire. Donc, le truc, c'est que c'est les citoyens. C'est les citoyens qui peuvent prendre leur destinée, la démocratie en main, et de dire, nous, on veut manger local, on veut avoir des commerçants, parce que c'est quand même bien d'aller chez son boulanger, d'aller chez son boucher. Moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, si les gens, ils apprécient pas, s'ils préfèrent manger de la viande sous plastique, ben, c'est leur problème. Mais moi, j'aime bien voir mon boulanger en train de travailler. Voilà, c'est un autre art de vie. Et puis, on n'a pas assez parlé du DICRIM. Le DICRIM, c'est un outil qui va nous permettre à tous les citoyens d'exiger au maire
de garder les paysans sur leur territoire et pour nous amener de la bonne qualité. Et puis la grande distribution, elle n'est pas aussi, elle peut aussi se réadapter. La grande distribution peut faire de la place aussi aux maraîchers, à tous les, comment ça s'appelle, à tous les paysans qui sont autour d'eux. Je parle pas des grosses structures hein, comme les Carrefour et autres, mais je parle des petites structures ni non plus des Lidl. Hein. Je suis pas pour, mais je veux dire tous les indépendants, les commerçants indépendants qui ont leur petit supermarché et autres, ils peuvent aussi se moderniser et ils le font déjà. Hein, il y en a quand même pas mal qui travaillent avec les paysans et les trucs. Et ça, il faut que ça se démocratise. C'est justement. C'est qu'il y aide et que des marchés. Je vais vous dire, on est allé sur un supermarché parce que il me manquait un truc et comment faire quand il n'y a pas d'autres commerces. Et quand sur le parking, il y avait quatre rangées de boîtes. Il y avait la rangée de boîtes d'Amazon, il y avait la rangée de la boîte de la Poste, il y avait la boîte de rangée de Vintage, je sais pas trop quoi, et encore une autre marque. Et je vais vous dire, vous avez le e-commerce est en train de réinvestir les parkings de la grande distribution. Au lieu que la grande distribution, les petits supermarchés, les petites structures, au lieu de laisser la place à ces mastodontes, il ferait mieux de permettre de faire des petits marchés. Voilà. C'est mon avis, hein, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, pour ceux qui penseraient qu'il y a une obligation entre guillemets, de légiférer un peu plus ou un peu moins, je vais 30 secondes me permettre de vous montrer un extrait de la plaquette que nous avons tous réalisée ensemble de la décrimocratie avec une petite citation qui d'ailleurs va tout à fait dans le sens de ce que tu penses, Martine, hein, une citation de Karl Arwin Scheik qui dit « Si vous voulez obtenir une récolte pour une année, plantez du maïs. Si vous voulez une récolte durant des décennies, plantez des arbres. Si vous voulez une récolte durant des siècles, élevez des hommes. Et si vous voulez une récolte pour l'éternité, érigez des démocraties. » Si aujourd'hui, on doit penser que le code de la sécurité intérieure, le code de l'environnement, le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme, le code rural de la pêche maritime, le code des assurances, le code pénal qui oblige une responsabilité des élus, dont tu parlais d'ailleurs avec une modification dernièrement dans les années 2000 avec la fameuse loi Fauchon. Si vous pensez que nous ne sommes pas assez armés de façon tout à fait législative, on pourrait dire qu'on est trop armés, que les lois Egalim, dont Philippe Grégoire nous a parlé la dernière fois, les 1, 2 et 3 existent bien évidemment, qu'il y a des articles qui protègent et qui oblige la totalité de nos élus à appliquer strictement la loi. La seule problème, hein, comme disait Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Encore une fois, toi, Martine, qui a passé des années à lutter, qui continue de lutter avec Claude à tes côtés dans les tribunaux, on voit bien qu'encore une fois, ce n'est pas l'armada juridique qui nous manque. C'est peut-être les moyens de l'appliquer et puis peut-être aussi un peu d'éthique, hein, et peut-être ce serment dont tu parles qui pourrait être important. Donc, je voulais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est tout la force du DICRIM et de la décrimocratie auquel nous adhérons tous. Il y en a une première symbolique qui va voir le jour d'ailleurs à Montané, le 30 juin, dans une émission que André Berkoff et Alexandre Langlois nous ont accordée. Nous allons voir les prémices, hein, c'est un travail au long cours de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et nous allons commencer à mettre en place. On a dans diverses régions de France, d'ailleurs, d'autres projets de décrimocratie. Nous dédierons au fur et à mesure et nous expliquerons au fur et à mesure que nous faisons ces émissions et que nous invitons des personnes à titre d'exemple pour nous expliquer à la fois le constat mais aussi leurs propositions, comme toi Martine
et Claude, vous venez de le faire dans cette émission, nous avons, je crois, prouvé grâce, et on ne remerciera jamais assez le travail d'Alexandre Boisson, de SOS Mer et de ceux qui nous ont précédés, des brigades d'ICRIM, qui ont fait un gros travail aussi de fond au niveau des préfets, qui malheureusement n'a pas vu aboutir un résultat parce que je pense qu'avec le recul, les citoyens n'étaient pas engagés et parce que le pendant justement démocratique n'avait pas été mis en avant. C'est tout le travail que nous faisons aussi avec la MDF, l'Association des mairies démocrates de France. C'est tout cela dont nous avons besoin. Et j'aurais aimé, Martine, que tu puisses conclure peut-être en quelques mots pour nous expliquer encore une fois, pour toi, que pourrait être l'avenir idéal dans une démocratie idéale et dans un respect à la fois de l'être humain et des personnes? Alors, l'idéal, ça serait que les maires ne pensent plus égaux, mais pensent au bien-être de leurs habitants. C'est simplement ça, parce que on a l'impression, quand on parle avec eux, qu'on est toujours en confrontation, alors que ça serait si simple si on vivait en harmonie et que le maire était plus en contact avec ses citoyens. Voilà, donc c'est la démocratie, c'est de savoir. Je vois, nous on habite un quartier, on est obligé de faire des pétitions quand il y a un arbre qui est perdu ou quelque chose. Alors qu'on devrait simplement pouvoir envoyer un courrier au maire et qu'ils prennent attention. Mais on a l'impression que les élus, aujourd'hui, on leur casse les pieds. Ils sont dans leur truc et le citoyen casse les pieds. Alors que eux, ils sont simplement locataires de la mairie. Ils sont pas propriétaires de la mairie. La mairie, elle appartient à tous les citoyens. Elle appartient aux gens de la commune. Voilà, et des maires comme ça, je n'en ai pas vu beaucoup. Donc, il en existe. De mon vœu, Comment? Je dis, il en existe de plus en plus, mais ils sont invisibilisés, un peu comme vous. Voilà, c'est ça. C'est que, eh bien, vous savez, on en parlait encore avec des amis. Quand vous voyez qu'à la télévision, sur les réseaux de télévision, on n'a même pas une chaîne où on parle de tous les pays européens. On se dit européens et on ne sait pas ce qui se passe en Belgique, voilà. Et c'est ça qui nous manque. Si on avait une chaîne, donc grâce à toi, on a une chaîne comme ça, mais il faudrait qu'on ait des chaînes d'habitants parce que il y a plein de gens qui ont des idées intéressantes et qui font profiter aux autres. Et c'est ça qui nous manque, c'est qu'on n'a plus cette relation avec et puis maintenant avec la climatisation, tout le monde s'enferme, il n'y a plus personne dehors, ça devient compliqué quand même. Très bien. Martine, Claude, merci beaucoup, portez-vous bien, vous nous êtes précieux pour le combat que vous avez mené, que vous continuez de mener et que vous mènerez encore. Et puis je vous dis à très vite parce que très vite, à une prochaine fois. Oui, bien évidemment, à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Martine, au revoir à tous. Merci et bonsoir à tous. Au revoir.